Bon. Alors, je m'appelle Madeleine Dumay, je suis retraitée de l'enseignement. J'ai 91 ans, je vous le dis tout de suite parce que je sais que vous allez me le demander, donc j'anticipe. Bon, ben moi j'attends maintenant vos questions. Pendant la guerre, y avait-il tous les ingrédients pour manger? À partir de juillet 1940, les tickets ont été instaurés. Alors on avait une carte avec des petits carrés de différentes couleurs, et c'est seulement avec ces carrés-là qu'on obtenait des denrées alimentaires. Le pain, par exemple, tous les jours, la margarine, le beurre, l'huile toutes les semaines, ainsi que la viande. D'autres tickets ne servaient que par mois, et d'autres même pas pour tout l'hiver. Par exemple, le charbon, on avait 50 kilos de charbon pour tout l'hiver. C'était pas beaucoup. Donc le matin, on mettait dans notre serviette les 100 ou 150 grammes de pain auxquels on avait droit, et puis il fallait faire pour la journée. Pouviez-vous mettre les vêtements que vous vouliez? On n'avait pas la possibilité d'acheter ce qu'on voulait, parce que comme pour l'alimentation, il y avait des tickets pour acheter tous les vêtements, il fallait qu'on aille à la mairie chercher des bons. Alors on compensait en ayant des chaussures à semelle de bois, faites avec le dessus en liège. À partir de fin 42, début 43, on ne trouvait vraiment plus rien. Donc les boutiques étaient de moins en moins ouvertes. Et même après la guerre, on a été plusieurs années avant de retrouver une vie normale, c'est-à-dire une vie où on peut faire ce que l'on veut. Trouviez-vous du maquillage? Le maquillage, alors on n'en trouvait absolument pas. Donc on essayait de compenser toujours. Avec du jus de betterave, on se rougissait les lèvres. Avec du mercurochrome, on se faisait les ongles. On se peignait des bas. On n'avait pas de bas, donc on se mettait un mélange de chicorée et tout ça pour se brunir les jambes. Bon, mais il n'y en avait pas de maquillage. Et en tout cas, c'était très très cher sans doute, peut-être pour les gens qui en trouvaient, mais nous, on n'en trouvait pas. Que faisiez-vous pour vous occuper? Les trois quarts des matinées étaient occupés à faire les queues devant les magasins. Et on essayait, nous, comme on était jeunes, on avait quand même envie de s'amuser, de se distraire un peu, parce que la vie n'était pas facile pour des filles de 20 ans. Alors on essayait de se réunir entre nous dans des maisons pour jouer, pour danser, pour s'amuser, quoi. Je me souviens qu'une fois par mois, nous, jeunes filles, on nous embarquait soit pour aller pêcher des moules, sous le contrôle des Allemands, bien sûr, et les Allemands les prenaient, soit aussi en raccommodage, en service de toutes sortes, et sans être payés, évidemment. À quoi jouaient les enfants? Tous ces enfants-là n'ont pas eu une jeunesse heureuse parce qu'ils étaient loin d'être gâtés comme vous l'êtes. C'est-à-dire qu'avant de venir à l'école, ils avaient déjà tous fait des corvées. Les garçons aidaient les parents, le père tout au moins, aux travaux agricoles, et les filles aidaient la maman à l'intérieur de la maison. Moi, j'ai connu une petite fille qui venait à l'école régulièrement, d'ailleurs. Elle avait 7 ans. Et avant de venir en classe, elle devait lever ses deux petits frères. C'était des jumeaux qui avaient 3-4 ans. Les laver, les habiller, les faire déjeuner, aller les conduire chez une dame qui les gardait dans la journée, après quoi elle venait à l'école. Alors, voyez-vous, à 7 ans, elle avait déjà une bonne heure de travail avant de venir à l'école. Et c'était courant que des enfants soient obligés de travailler avant de venir à l'école. Les jours de loisirs ou les heures de loisirs n'étaient pas pour jouer, ils étaient pour aider et aussi aller glaner, par exemple, glaner des pommes de terre dans les champs qui venaient d'être récoltés, glaner des carottes, glaner des betteraves, glaner des morceaux de charbon sur la voie ferrée lorsque les trains étaient passés.
on allait ramasser des morceaux de charbon. C'était pas votre vie, hein. Connaissiez-vous le garçon juif du village? Que quand j'ai commencé à être institutrice, c'est-à-dire en 1943, quand je suis arrivée au village, il y avait une famille juive qui était réfugiée dans ce village. Et ce gamin, je croyais au tout début que c'était une fille, et en réalité c'était un garçon. La maman l'a habillé en fille pendant toute l'occupation, parce que un jour il y avait eu une rafle dans l'école. Ce gamin était malade ce jour-là, donc il n'était pas allé en classe, mais les Allemands avaient raflé absolument tous les petits juifs qui étaient scolarisés là. Et la maman avait eu tellement peur qu'elle est partie. Et à partir de ce jour-là, elle a décidé d'habiller son enfant en fille. Et à ce moment-là, les filles ne portaient pas de pantalon. Il était donc en jupe, toujours. En jupe, cheveux longs. Et il s'appelait Raphaël en plus, ce qui était facile à transposer au féminin. Je me demande ce que ce garçon a ressenti au bout des 4 ou 5 ans où il était comme ça, où il avait perdu son identité. Quand on l'a remis en garçon, est-ce qu'il a bien repris son état masculin? Quel âge aviez-vous au débarquement? Quel âge j'avais au débarquement? Eh bien, j'avais 22 ans, à peine, 21 et demi. Avez-vous ressenti à leur arrivée une aide ou une méfiance? Je les vois encore arriver le long de la haie. On n'était pas loin de Formigny, donc pas loin de Omaha Beach. Ils avaient le visage enduit de palme-olive noire en guise de camouflage. Et il y en a 2 qui sont arrivés dans la cour de l'école. Mais là, ils ont accepté vraiment la nourriture et surtout un bon coup de calva pour leur remettre de leurs émotions. Mais dans les fermes disséminées dans le Marais, je ne suis pas sûre qu'ils aient fait la distinction entre l'occupation allemande et l'occupation américaine. À telle fin qu'il y a une dame qui me disait une fois, il faut que j'aille voir la commandanture américaine parce que... alors ça symbolisait bien qu'ils n'ont pas fait au départ la différence. Mais enfin, nous, on était vraiment très, très contents. Et puis, ils sont arrivés jeudi midi dans le village, le jeudi après-midi, avec ma collègue, nous sommes allés sur les hauteurs de Omaha Beach à bicyclette pour voir ce qui se passait. Et il faut dire qu'il y avait à peu près 6000 bateaux de Isigny à Ouistreham, ce qui fait en gros 80-90 km. C'était inimaginable. Le jeudi où nous sommes allés, les morts étaient ramassés. Mais par contre, les objets qui étaient sur les plages, c'était inimaginable ce que l'on pouvait trouver. Les péniches éventrées, les chars renversés, les grues complètement raplaties, enfin bon. Et les boîtes de munitions, les boîtes de nourriture qu'ils avaient pour 48 heures, les imprimeries, les téléphones de campagne, et puis aussi des objets inattendus. Alors beaucoup de portefeuilles, de photos, de talismans. J'ai même trouvé des raquettes de tennis. Je crois qu'on n'aurait pas posé une feuille comme ça sur la plage à côté de tout ce qui pouvait joncher le sable et qui n'avait pas été remporté par la marée, parce que dans la mer, il doit y en avoir. Moi, une semaine après, je suis allée voir un centre américain et ils avaient de tout. De tout, de tout, de tout. Il y avait même un piano qui était arrivé une semaine après. C'est là que j'ai vu mes premières machines à laver, mes premiers sèche-linges. Alors nous, on ouvrait des yeux grands comme ça parce qu'on ne connaissait rien de tout ça. Les téléphones, tout ça, bon. Comment avez-vous réagi par rapport à la libération et les morts? Tu sais, spontanément, on a envie de faire plein de choses et d'aider. Mais c'était une telle pagaille à l'époque. On aidait à droite, à gauche, une famille en détresse, etc.
Mais beaucoup de familles attendaient le retour des prisonniers. Les prisonniers ne sont revenus qu'une année plus tard. Hein. Ça a commencé en mai 1945, par là, pas avant. Donc dans les familles, c'était toujours la tristesse et les difficultés de vie. Comment avez-vous su que la guerre était finie? Ah ben ça, on l'a su. Hein. On a dansé pendant 3 jours, jour et nuit, sans s'arrêter. Et toutes les restrictions n'ont pas été coupées comme ça. Hein. Quand j'ai fait ma première colonie de vacances en 1949, les tickets de pain existaient encore. Avez-vous un message particulier à faire passer aux jeunes qui sont là aujourd'hui? Un message particulier à faire passer. Ce serait d'avoir de la tolérance et le respect des autres. Parce que la guerre, elle commence dans votre cours d'école. Hein. Quand un copain vous donne ou une copine vous donne un coup de poing et que vous répondez par 3 coups de poing, c'est la guerre. Alors, il faudrait être tolérant et avoir le respect des autres. Mais le respect des autres, c'est reconnaître l'autre, savoir l'écouter. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, ben, essayez de savoir pourquoi il n'est pas d'accord avec vous. Alors, essayez de discuter, de parler surtout, et non pas de jouer avec vos poings, mais plutôt avec votre mental. Voilà. Le respect des autres, c'est le message que j'aimerais leur faire passer. Et la tolérance. Voilà. Merci Madame Duré. Merci ma petite puce. Pour nous. Tu t'appelles comment? Lily. Oh, Lily Marlène. Moi, quand j'étais petite, je chantais une chanson qui s'appelait Lily Marlène. Elle était très belle. Merci ma puce. Merci encore. Je vous remercie beaucoup, c'est gentil.